Shalom à tous, nous sommes Yom HaZikaron, le jour où nous prenons le temps de se rappeler de ceux qui sont tombés pour que le peuple d'Israël vive aujourd'hui. Et nous avons l'honneur d'avoir aujourd'hui Marc Abitbol avec nous, qui va nous partager l'histoire de son fils Eliav, qui est tombé pendant cette guerre. Yom HaZikaron, c'est aussi un jour où on doit non seulement se rappeler de ceux qui sont tombés, mais aussi apprendre de qui ils étaient et que ça puisse nous inspirer et continuer à impacter la réalité du peuple juif. Bonjour Marc Abitbol. Bonjour Gabriel. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'Eliav? Je vais pas commencer par Eliav. Je vais arriver à Eliav très rapidement, mais je veux démarrer le 7 octobre, la famille Abitbol. Le 7 octobre au matin, je sors pour aller au Beth Knesset pour Simchat Torah. J'habite Jérusalem. Et là, on entend les alarmes et on entend les tirs d'antimissiles, etc. Et j'ai le tout petit, enfin le petit, il a 24 ans, qui était à la maison, mais qui était enrôlé dans une corps d'élite qui s'appelle Sayeret Golani et qui reçoit un coup de fil de son faked, qui prend son arme et qui part. Dans la foulée, j'ai Avidan qui est commandant dans une unité cuir, qui est appelé par son commandant et qui prend son arme. J'ai mon gendre qui est médecin combattant dans une unité de tankistes, qui est appelé, qui prend son arme. Et j'ai Eliav qui n'était pas à Jérusalem, mais qui a envoyé un message, qui lui a appelé pour monter dans le nord. Les trois premiers sont appelés pour aller à Gaza. Et j'ai un cinquième fils qui était du côté de San Francisco, à San José, qui le lendemain matin prend l'avion. Il est en relocation dans une société, et qui le lendemain matin prend l'avion pour s'enrôler. La famille Abitbol, en 24 heures, tout le monde est parti. Et 3 jours après, donc Eliav est monté sur le nord tout de suite. Il y a plus de 250 000 soldats qui sont partis sur le nord parce qu'il y avait une crainte d'un déroulement du Hezbollah. Et 3 jours après, et c'est là où je vais faire la transition avec Eliav, on est allé voir Yochai, donc le petit Sayeret Golani, qui est allé se battre le 7 octobre sur la bordure de Gaza, dans Nir Oz, Be'eri, etc. Pour nous, Yochai, c'est l'étudiant de la yeshiva. Il est resté 5 ans à la yeshiva avant d'aller à l'armée. Donc c'est pas un guerrier dans l'âme, mais il a décidé d'aller dans un corps d'élite. Et je le rencontre là-bas, il me dit, papa, c'était terrible. Il y avait des cadavres de partout. Quand je dis ça, j'ai des frissons quand je me rappelle quand je l'ai entendu parler. Et il m'a dit, papa, on va rentrer à Gaza. Et je vais le citer en hébreu, je le traduirai. Ani rotze lahachzir kavod leknesset Israël. Je veux ramener l'honneur à l'Assemblée d'Israël. C'est-à-dire que son sentiment de ce qu'il a vu, c'est que l'honneur d'Israël a été bafoué et qu'il allait rentrer à Gaza pas pour une vengeance personnelle, mais parce qu'il fallait ramener l'honneur de l'Assemblée d'Israël, la Knesset Israël. C'est comme ça que mes enfants et beaucoup d'enfants du peuple d'Israël sont partis ce jour-là pour remettre l'honneur de l'Assemblée d'Israël, de Knesset Israël. Et c'est comme ça qu'Eliav, depuis sa jeune enfant, a été éduqué. C'est les valeurs qu'il a eues. Il était et là je vais basculer sur Eliav parce qu'on a 5 enfants et chacun est différent. Donc Hachem, tout le monde n'est pas la même chose. Et Eliav a des midotes qui étaient très particulières. Et pour remonter à son enfance, quand il était madrir, animateur dans un mouvement de jeunesse, à sa shiva est arrivé un jeune qui avait 9-10 ans quand Eliav était animateur et qui aujourd'hui était marié avec des enfants. Il dit, je vais vous raconter une des activités qu'Eliav nous avait fait. Je veux démarrer avec ça parce que ça va nous donner la direction des valeurs d'Eliav. Il avait 16 ans ou 17 ans quand il était animateur. Et ce jeune nous raconte, il nous a pris tous, on était une vingtaine d'enfants de l'âge de 10 ans. Il avait un paquet de bonbons, de sucreries avec lui. Et il a dit, OK, pour gagner des bonbons, j'aimerais, qui c'est qui court le plus vite autour de ce stade? Et tous les enfants courent, etc., ils reviennent. Qui c'est qui fait le plus de pompes, etc. 3 à 4 comme ça. Et puis à un moment donné, il sort un saké de sable et il dit, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour ce sachet de sable? Et les enfants, ils disent, on ne peut rien faire pour un sachet de sable. Il leur dit, ça c'est la terre d'Israël. Ça c'est la terre pour laquelle on se bat.
Et c'est pour ça et ça a plus de valeur que tout le sac de bonbons. Et donc ça, c'était les valeurs d'Eliav quand il avait 16 ou 17 ans. Par la suite, Eliav est allé à une Mechina, qui est une sorte de yeshiva qui prépare à l'armée, pendant un an et demi, qui est très connu à Eli. Et au moment de s'engager, il hésitait entre une unité d'élite, il avait fait des préparations, mais à la fin, il a décidé de s'enrôler dans le Nahal. Le Nahal, c'est une unité où il y a principalement des gens des mouvements laïques, des mouvements communautaires laïques en Israël qui sont là-bas. Il y a très peu de religieux qui s'enrôlent dans cette unité-là. Et lui, il voulait être avec ce qu'il appelle Am Israël, avec le peuple d'Israël. Et donc, il s'enrôle dans cette unité très rapidement. Il se détache, il va très rapidement en course d'officier. Et à sa shiva arrivent trois jeunes qui avaient aussi presque l'âge d'Eliav, et qui nous disent on est arrivés tous des jeunes de mouvement laïque, et on voit un officier avec une kippa sur la tête, grand et maigre, et on dit waouh, voilà un religieux qui va nous saouler la tête, il va faire la prière le matin, etc. Et on a eu tout le contraire. Quand nous on se levait, Eliav, il avait déjà prié, tout fait, il nous a jamais parlé de religion, et il nous a montré plutôt l'exemple de ce qu'il faisait. Et il y a un des jeunes qui m'a montré un sidour qu'il avait reçu, signé par Eliav, et qui nous a parlé de comment Eliav était un commandant. Il nous a raconté une histoire. Vous savez, on fait faire des exercices stupides à des soldats pour leur montrer qui c'est qui commande, etc. Et donc, il revenait d'un exercice et il fallait plier toutes les tentes, et on leur dit vous avez 30 secondes pour tout plier, c'est impossible. Et donc, à chaque fois, les soldats arrivent devant leur commandant et leur disent vous avez dépassé les 30 secondes, remontez les tentes et repliez, etc. Et ils font ça 3 fois, 4 fois, 5 fois, jusqu'à. Et ces jeunes nous racontent, toutes les autres sections, ils faisaient ça 3, 4, 5, 6 fois. À la deuxième fois, Eliav, il nous appelle, il nous dit je pense que vous avez compris, maintenant on va s'asseoir, on va discuter. Et ils me disent nous, on s'est assis à côté de notre officier. L'officier, c'est presque Dieu à l'armée. Et tout d'un coup, il nous parle comme si on était égaux. Il nous parle de son arme, il nous parle des valeurs. Il a dit voilà, pour nous, ça a été un vrai commandant, pas quelqu'un qui commande en donnant des ordres parce qu'il a des étoiles sur ses épaules, mais parce qu'il montre un certain leadership, certaines valeurs, qui 20 ans après, ces jeunes complètement laïcs avec qui on n'avait aucun contact sont venus nous voir. Et ça, c'est Eliav. Il se marie au bout de 6 ans. Il était adjoint commandant quand il finit Samech Mapé, quand il finit son armée, il voulait pas continuer. Il se marie, il va faire des études d'ingénieur civil, et à la fin de ses études avec sa femme, qui pendant son Shirut Lomi, son service national, elle a été dans un village d'enfants comme aide, et il voulait retourner comme couple. Qu'est-ce que c'est que ce village? C'est un village où il y a plusieurs maisons, et dans chaque maison il y a un couple avec ses propres enfants et une dizaine d'enfants que le tribunal a sortis de leur famille, parce que le tribunal pense que ces gosses, s'ils restent dans la famille, ils risquent d'être plus touchés que si on les sort. C'est vraiment en dernier ressort, parce que le tribunal, il donne toujours à la famille une préférence pour garder les enfants, parce que le lien familial est toujours plus important. Et donc quand on arrive à un niveau, c'est que les enfants peuvent avoir des conséquences très graves, et je vous laisse réfléchir qu'est-ce que peut être toutes ces conséquences très graves. Et donc Eliav et Tal prennent 12 enfants dans une petite maison avec leurs enfants à eux, et d'habitude on reste 2-3 ans, c'est très très difficile. Ils sont restés 6 ans, c'est le maximum qu'on peut rester, c'est 6 ans ou 4 enfants, ils ont eu le 4e enfant là-bas, et ils sont restés avec ces enfants. Et nous, on était un petit peu parfois les grands-parents de ces enfants, parce que Eliav les faisait venir à Jérusalem, et on a vu année par année comment ces enfants ont évolué, et comment Eliav et Tal ont réussi à leur donner, leur transférer des valeurs. Eliav, il nous expliquait, quand on discutait avec lui, comment il faisait, etc. Il disait, voilà, je fais 2 choses. 1, on les embrasse très fort, on leur donne le plus de chaleur possible, on leur dit on va vous protéger. Et après on leur dit maintenant, vous allez devoir faire plus que ce que vous pensez que vous êtes capable de faire pour vous-même. Et si vous n'arrivez pas à vous dépasser, on va vous pousser, parce que vous êtes capable de faire pour vous-même. Et j'ai deux anecdotes très très touchantes. La première, c'est à l'enterrement d'Eliav, à la fin, j'ai vu une petite lumière. Tous ces enfants sont venus me voir et ils m'ont dit tout ce que Eliav et Tal nous ont donné pendant 6 ans, maintenant c'est à nous de vous le donner. Donc des enfants qui, quand ils sont arrivés, étaient d'un égoïste suprême, parce qu'ils voyaient que le monde entier s'était retourné contre eux, et donc ils voulaient rien avoir avec le reste du monde. Arriver à un moment donné à pouvoir dire maintenant on va donner, c'est un succès terrible.
Et ça m'a montré tout ce qu'Eliav Vital enrichissait avec ses enfants. La deuxième, c'est un des enfants qui est arrivé complètement autiste de ce qui s'était passé dans son cercle familial et qui, Eliav a réussi, et c'est un gosse très intelligent, à réintégrer l'école, à faire un parcours scientifique à l'école, et qui, la première année de la guerre, il a intégré ce qu'on appelle la Hatuda Académie, c'est-à-dire qu'il a été étudié un diplôme d'ingénieur en électronique pour après intégrer l'armée. Et Eliav l'aidait, et quand Eliav est parti, j'ai pris la relève, et j'ai étudié avec lui pour l'aider à préparer les examens. C'est un gosse superbe, avec une reconnaissance incroyable, et qui aura un avenir grâce à ces années qu'il a passées avec Eliav Vital. Donc ça, c'était le parcours d'Eliav. La dernière année, Eliav décide de donner un rein. Et donc il vient nous parler. Donc j'ai dit, moi, Eliav, si tu donnes un rein, j'irai dire à l'armée que tu as donné un rein, tu ne pourras plus faire des milouilles en période de réserve. Il a beaucoup réfléchi, à la fin il est allé, moi je ne l'ai pas dénoncé. Et donc Eliav, il a continué à faire ses millouilles, période de réserve. On a même, l'année d'avant la guerre, on a grimpé le Kilimandjaro ensemble tous les deux. Un an après on a des photos extraordinaires et des mémoires fantastiques. Boré Olam, Yves Shirley m'a permis d'avoir cette semaine tous ensemble avec lui. Et il a voulu faire ça l'année où il était encore au village pour montrer aux enfants que qu'est-ce que c'est que l'Indetina, qu'est-ce que c'est que donner, jusqu'où on peut aller. Et après, le 7 octobre a démarré. Il est monté tout de suite sur le front. Il a fait plus de 300 jours de Milouim avant ce combat. Et Eliav, ça fait 7-8 ans dans cette unité qui se préparait pour rentrer au Liban. Il connaissait chaque pierre de ce qu'il y avait là-bas. Et il savait le danger du Hezbollah pour le nord d'Israël et pour tous les villages. Et il disait, papa, c'est très important. Et pendant cette année, il était à la défensive comme à l'offensive. Ils ont eu des incidents un vendredi matin à 8h, je l'appelle. Et je commence pour lui dire Shabbat Shalom, puis tout d'un coup il me dit merde, il raccroche. J'essaie de rappeler 5 minutes après, il n'y a rien. Donc je commence un peu à m'inquiéter. Et 10 minutes après, je rappelle, il m'envoie un WhatsApp, il me dit papa, tout va bien, attends, je te rappelle après. 1 heure après, il me rappelle, il me dit on a eu une attaque de drone qui était sans alerte. C'était un petit peu la panique sur l'unité sur laquelle il était pour défendre. Et donc, il avait tout à organiser, etc. Et puis après, il me dit très froidement, comme c'est un ingénieur, il m'a dit, j'ai ouvert, il y a 2 moteurs à $10, une aile en carbone. Donc, j'étais sidéré de cette capacité de passer d'une attaque qui aurait pu faire des morts sur son unité, qu'il a dû réorganiser rapidement, parce qu'en fait, il croyait il ne savait pas que c'était des drones, il pensait qu'il y avait une attaque physique de soldats du Hezbollah. Et après, on a... après septembre, il y a cette fameuse, ces fameuses BIPR qui ont décimé une partie, et une décision du gouvernement de rentrer au Liban pour éloigner cette menace. Et donc, Elia fait partie de cette campagne. Il part pour la première fois pour 2 semaines. Il revient pour la première fête de Sukkot, et on le voit à Chol HaMoed entre les 2 fêtes. Il repart, et le dernier jour, et je fais rapidement parce qu'après je vais revenir sur 2 ou 3 sujets qui sont pour moi très très significatifs de la valeur d'Eliav. Et donc les 2 premiers 10 jours, il rentre sur un village qui s'appelle Blaibé. L'unité de démineurs qui était avec eux, qui sont venus nous voir à la Shiva, nous raconte c'était super d'être avec Eliav parce qu'il est ingénieur civil, et donc comme il avait la responsabilité du village, avec lui il nous a dit où est-ce qu'il fallait mettre les mines pour faire tomber les maisons rapidement. Et il a dit, quand ils sont repartis la 2e semaine, le commandant de cette unité des minages il a dit je vais être qu'avec Eliav parce que c'était un régal de travailler avec lui. Et je pense que un de ces soldats nous a raconté, et ça se rapproche à ce que ces anciens soldats d'il y a 20 ans, enfin c'est des tout jeunes, là maintenant on parle de soldats de réserve de 35 à 45 ans. Il nous dit il fallait charger des tonnes et des tonnes de munitions dans des camions militaires pour ramener en Israël. Et tout d'un coup, on voit Eliav prendre les caisses et les monter c'est le commandant, et les monter sur le camion. Et nous, on le regarde, on dit merde, il est en train de faire ça tout seul. Et donc, ils sont tous venus, ils ont commencé à travailler. Ils ont dit c'est typique Eliav. Le sourire, il fait regardez-moi et venez. Et jamais s'asseoir et dire allez, prenez les caisses et allez-y. Donc, ça, c'est vraiment le leadership par ses valeurs. Regardez mes valeurs, et avec ces valeurs-là, on va travailler ensemble. Et ça, c'était très significatif parce qu'on a eu ce retour de partout. Un sourire,
et sa capacité d'accepter tout le monde, religieux, pas religieux, peu importe, d'accepter les personnes en face telles qu'elles sont, pour pouvoir avoir un dialogue avec elles, pour pouvoir reconnaître la valeur que chacun, parce que chacun a une valeur. Et je pense que cette capacité, tout en ayant une kippa sur la tête, en étant religieux, en étudiant, de pouvoir rayonner et de pouvoir donner à l'autre en face de soi la sensation qu'il fait partie de cette même personne, c'est une des valeurs que tout le monde nous a ramenées. Il y a des anecdotes tout le long de sa vie de gens qui nous ont ramené ces anecdotes de sa capacité, avec son sourire, avec sa capacité d'écouter, avec sa capacité d'accepter l'autre où il est et de faire partager ses valeurs. Et donc, dans ce deuxième village où ils sont retournés, le dernier jour, ils ont eu une indication qu'il y avait des terroristes quelque part et ils se sont préparés à l'attaque de ce bâtiment. Et il y a des soldats qui sont rentrés. Il y a eu des coups de feu. On nous a raconté qu'on entend dans la radio de l'unité Eliav qui dit c'est pas des feux amis, c'est du feu ennemi. Et Eliav est rentré pour essayer de sauver ses soldats et c'est là qu'il est tombé. Il y a cinq soldats qui sont tombés dans ce combat. Je voudrais revenir en arrière pour expliquer, pour montrer la valeur de ce combat. Parce que ce combat, les personnes qui sont tombées pour l'amitié, pour sauver les autres. Cette amitié très très forte qui fait que l'instinct de survie passe en deuxième lieu. Nous, on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre tant qu'on ne fait pas partie de ça. Mais ce qui s'est passé dans ce combat, c'est que l'amitié, le réout, ce qu'on appelle en hébreu, entre les soldats, entre les frères, elle a dépassé l'instinct de survie, puisqu'ils sont rentrés sans savoir ce qui allait se passer pour essayer de sauver les uns les autres. Et c'est un combat qui a duré une dizaine d'heures, jusqu'à que tout soit calmé. Ça a fait toute la région, jusqu'au général de la région du Nord qui est rentré pour superviser la fin de ces combats là-bas. Et je veux revenir en arrière. Quand Eliav me dit « Papa, je suis appelé sur le Nord », c'était donc, on savait que c'était pour rentrer au Liban. Et je lui dis « Eliav, mon père avait un chauffard et pendant le Covid, on avait fait la tefila chez nous à la maison. Et Eliav avait sonné du chauffard de mon père, c'est le chauffard de mon grand-père. Et je lui dis, Eliav, prends le chauffard avec toi, peut-être que vous allez le voir sonner avant de rentrer, prends-le avec toi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était Rosh Hashanah avant de rentrer. Et donc, il se pose la question, le Rav Tzvaï qui est tombé avec eux dans ce combat, le Rav Avi Goldberg, Zichronot Tzadik Livracha, ils disent, on va faire deux minyan, un Sfarad, un Ashkenaz. Et Eliav, il dit, non mais ça va pas. On va aller se battre ensemble et vous voulez faire deux filotes. On fait une fila, tout le monde ensemble, et moi je vais sonner du chauffard, et donc les tiotes, les nombres de sons qu'on sonne, les Sfaradim, sont plus courts, il y en a plus, mais plus courts, ils sont plus longs que chez les Ashkenazim. Chez les Ashkenazim, il me dit c'est pas grave, bon, il était commandant, et donc ces soldats nous racontent que pendant toute la tfila, bon, tout le monde vient à la tfila, comme ça, religieux, pas religieux, vous savez, c'est un moment, 24 heures avant de sortir au combat, donc la blague c'est que même les Drozim viennent prier avec nous, c'est normal, et donc il y avait tout le monde cette tfila de Rosh Hashanah. Et Eliav est obligé de rentrer et de sortir pour recevoir les derniers ordres pour se préparer à rentrer au Liban, etc. Et à un moment, on lui dit, Eliav, c'est le moment de sonner, viens. Eliav prend le chauffard, et Eliav, c'est quelqu'un de super, on donnait structure, etc. Je ne l'ai jamais vu manquer une sonnerie. Et là, il n'y a aucun son qui sort. Et le Rav Avi Goldberg, il a envoyé, parce que c'est un ami de mon gendre, Moshe Rosh Hashanah, il a envoyé l'enregistrement où il explique, c'était incroyable, il n'y avait aucun son qui sort, et Eliav qui se met à pleurer, et je ne parle pas d'un gamin, je parle de quelqu'un qui a passé 300 jours de Milouim à la défensive et à l'offensive, et puis tout d'un coup, toutes les tkiotes, elles sortent d'un coup. Et quelqu'un m'a demandé qu'est-ce qu'il pensait à ce moment-là, et je dis, il faut demander au Créateur ce qu'il pensait à ce moment-là, parce qu'il n'y a que lui qui a su ce qui s'est passé à ce moment-là. Et je pense que c'est avec ça que tous ces soldats sont partis. Je pense que c'est très significatif de ce qui s'est passé, de ce moment de très forte unité, où il y a ce silence. On vient de passer par Shat Shmini, où on a parlé du silence de Aaron dans des moments difficiles. Et là, je pense que ce silence qui a lieu, où il n'y a pas de tkiya, il est beaucoup plus important que les sons qui sont peut-être sortis après. On nous a rapporté la veste. La veste, c'est pas une veste pour aller à un mariage, sa veste, c'est une veste de combat. Dans sa veste de combat, il y avait un livre, Shnai Mikra Echad Targum. C'est un livre, vous savez, on a
le devoir de lire chaque semaine 2 fois la sidra, la paracha dans le texte, et 1 fois avec sa traduction. Et elle était remplie de son sang avec des éclats de balles. C'est avec ça qu'il est parti au combat. Je pense que c'est très fort. Quand on se pose la question aujourd'hui dans la société israélienne, de est-ce qu'il y a une contradiction entre l'étude et l'armée, quand on nous a rapporté ce livre d'Eliav, Safouk Bedamo, qui était rempli de son sang avec un éclat de balle dedans, eh bien on sait qu'il n'y a pas de contradiction, qu'Eliav il est parti avec la Torah au combat. Et tombé devant lui, Avi Goldberg, le rabbin du Gdoud. Et quand le général du bataillon est venu nous raconter comment s'est passé le combat, je lui ai dit pourquoi le rabbin du Gdoud était là-bas. Et cette personne pas religieuse qui m'a répondu, elle m'a dit avant d'être rabbin, c'est un combattant. Je pense que depuis David Ameller, on attendait cette phrase. On attendait depuis David Ameller, Baal HaTeilim, celui qui a écrit le livre des Teilim, qui était un des premiers combattants d'Israël. On attendait depuis 2000 ans quelqu'un sans kippa qui vient nous dire le rabbin du Gdoud, avant d'être un rabbin, c'est un combattant. Et c'est avec lui qu'est tombé mon fils, et d'une certaine manière, il y a beaucoup de nechama, de consolation, en sachant que ces 2 personnes qui ont étudié pendant le mois de préparation ensemble, parce qu'ils étaient ensemble, sont morts ensemble, un avec un livre, Shnai Mikra et Targum, c'est 2 lectures, une traduction. Parce qu'on peut être différent dans le peuple juif, on peut avoir des lectures différentes, mais à la fin, on a une seule traduction, on a une seule unité. Et c'est vers cette unité que l'on doit tendre. Et je pense que ce combat, cette unité qu'il y avait entre tous ces hommes, tout ce qui nous a été rapporté et raconté, c'est vraiment la synthèse de cette Torah, de ce peuple et de cette terre qu'on défend. Ces 3 symboles sont très très forts dans toute la vie d'Eliav et dans ce combat dans lequel il a donné le plus cher de ce qu'il avait pour pouvoir défendre ses soldats. L'impression qu'on a lorsqu'on entend l'histoire d'Eliav, c'est une Torah qui s'est transformée en vie en fait. C'est vraiment une Torah qui a infusé dans évidemment une dimension de générosité, avec la capacité d'être avec pour moi-même avoir des petits enfants, avoir en plus 12 enfants qui sont dans des situations difficiles, et on sait à quel point ça peut venir et parfois déséquilibrer aussi le noyau familial. C'est quelque chose qui est c'est incroyable à quel point la Torah qu'il a appris lui a infusé en fait dans sa personnalité. Et à la fin, cette remarque des enfants est très juste. À la fin des 6 années, ils ont fait une fête pour le départ d'Eliav et de Tal. Et une chose qui m'a marqué de façon extraordinaire, c'est l'attention de ces 12 gosses avec mes petits-enfants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jalousie. Il n'y avait pas de jalousie. Il y avait un sentiment qui devait les protéger, ces 4 enfants. Et ce sentiment, il revient de ce que Eli et Tal leur ont donné. Et ce que j'ai dit, ce qu'ils ont appris à pouvoir donner. C'est-à-dire qu'en regardant Eli et Tal qui donnaient, ils ont appris ce qu'il fallait donner. Et une manière pour eux de rendre cet amour que Eli et Tal leur ont donné, c'était de protéger ces 4 enfants. Et donc, ce que j'ai vu là-bas, et quand j'ai parlé, j'ai dit, c'est extraordinaire de voir ça, c'est cet amour qu'avaient ces enfants pour les petits-enfants. Et pas de jalousie, au contraire. Et c'est exactement, Gabriel, comme ce que vous dites, c'est le résultat d'être pouvoir une Torah Traïm, une Torah vivante qui s'exprime pas seulement par l'étude assise sur un banc du Beth Midrash, mais qui s'exprime dans la réalisation d'une vie. Et je pense que c'est l'explication de Etz Chaim. Ça doit être ça. L'arbre de la vie, ça doit être ça. Ça doit être la capacité de prendre et de réaliser une Torah dans sa vie, et donc de pouvoir influencer, répandre cette lumière à travers tous les gens qu'on rencontre. Mais je pense que c'est une idée qui est particulièrement importante, parce que beaucoup de personnes avec qui on parle, c'est évident que la dimension d'étude est extrêmement centrale dans le vécu juif, c'est mis au centre comme une priorité, etc. Mais ça peut être parfois mal compris comme quelque chose qui va être finalement à côté de l'accomplissement de la vie. C'est quelque chose qui, au final, le but, c'est au plus vite de revenir au livre. Alors que là, il y a vraiment une dimension à travers ces figures-là, et Eliav fait partie de ces figures-là qu'on a découvert pendant cette guerre, mais c'est une dimension d'une étude qui, oui, est présente, mais qui vient infuser et changer en fait une réalité, changer une personnalité, changer un vécu, changer l'impact dans une société, etc. Et on voit quelque chose qui est une dimension de
d'une Torah qui, parce qu'elle est au centre, infuse en fait. C'est très fort. Ça me rappelle une anecdote de quelqu'un qui est venu nous voir à la Shiva, qui était animateur dans le village, et qui un jour a dit à Eliav, qu'est-ce que c'est que la gava, l'orgueil? Et donc Eliav, il avait un programme très chargé. Il était ingénieur civil, il travaillait, sa femme s'occupait des enfants, mais il devait donner des heures pour les enfants, donc il n'avait pas beaucoup de temps. Il lui dit, tu sais quoi? Et on se lève à 4 heures du matin, il y a un chapitre du Maharal sur l'orgueil, on va l'étudier ensemble. Et donc je pense que c'est exactement ça. Comment est-ce qu'on prend l'étude de la Torah et à la fin le background qu'on a eu pour pouvoir le mettre au centre de notre vie. C'est-à-dire que le Beth Midrash, c'est pas un immeuble à côté, la maison d'études n'est pas un immeuble à côté, elle fait partie de notre maison, elle fait partie de notre vie, elle fait partie intégrante, de la même manière qu'il est allé se battre avec ce livre, Shnai Mikra Echad Targum, ça veut dire que ça faisait partie de sa vie. Eh bien, cette Torah, elle n'est pas une Torah qui est à côté dans une maison d'études, elle est une Torah qui fait partie intrinsèque de sa vie et de ses valeurs. Et ça veut dire que dans chaque situation, comment est-ce que j'exploite ces valeurs du Beth Midrash que j'étudie? Comment est-ce qu'elles viennent résoudre ma situation? Comment est-ce qu'elles viennent m'aider à progresser, etc. Et toutes les personnes qui sont venues nous voir pendant la Shiva, et on a eu plus de 1000 personnes par jour qui sont venues nous voir, nous ont parlé de ce contact qu'ils ont eu avec Eliav, et chacun a récupéré quelque chose. Et quand on reconstruit tout, on reconstruit la Torah. Parce qu'à chaque personne, Eliav a donné une étincelle qui lui appartenait et qui était plus appropriée à cette personne. Parce qu'on ne peut pas enseigner Rabbi Akiva Eger un commentaire de la Gemara à quelqu'un qui n'a jamais étudié la Gemara. Et par contre, on peut lui parler de Netina, on peut lui parler de don, on peut lui parler de société, on peut lui parler de famille, on peut lui parler de peuple. Il y a des tas de valeurs avec lesquelles on peut l'approcher. Et c'était de cette manière-là qu'était de travailler Eliav. Et ces 2 dernières années, on a reçu des extraits audio de Divrei Torah que Eliav faisait le vendredi. Quand ils étaient, pendant ces 300 jours de minimum, ils ont passé une 50aine de Shabbat tout ensemble, et donc même plus pendant 2 ans. Et donc, l'expression de ces Divrei Torah à son unité, qui était pour la majeure partie des gens laïcs, elle n'était pas là pour faire un certain bourrage de crâne, mais pour faire passer des valeurs. Et dans chaque un de ces extraits audio qu'on a reçus, il y avait une idée. Et il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, dans le Nord, sont arrivés des Chabad et des gens ultra-orthodoxes qui ne vont pas à l'armée. Vous connaissez le contexte assez houleux qu'il y a ces 2 dernières années à ce sujet-là. Et donc, il a commencé à avoir, quand ils sont venus là où ils étaient, des discussions, etc. Et Eliav a pris tout le monde et ils ont commencé à chanter ensemble. Et à la fin de ce chant, Eliav, il a dit, il ne faut plus qu'attendre le 7 octobre pour qu'on soit nouveau ensemble. Il faut qu'on sache être ensemble, même quand il n'y a pas le 7 octobre. Et ça, c'était des soldats laïcs de l'armée, des soldats religieux, des mecs de Chabad, etc., d'autres juifs orthodoxes qui étaient là, en sachant qu'il y a un problème sur la table. Il y a un problème sur la table, sur l'engagement de toutes les parties de la société dans la sauvegarde de la terre d'Israël. Ou même, pas seulement dans la sauvegarde, mais en faisant d'être partie de la société, pas de se séparer et de se mettre dans son Beth Midrash. Et je pense que ça, chez Eliav, c'était quelque chose de très très fort. Cette capacité, et il est allé dans tout le spectre de la société israélienne, il avait un contact, et tous les gens qui sont revenus, et depuis de très très éloignés dans ces tendances, sont revenus et nous ont parlé de quelque chose qu'Eliav leur avait transmis, qui permet de faire une certaine unité. Et moi aujourd'hui, j'ai repris ce flambeau. Je l'avais déjà commencé le 7 octobre avant, j'ai descendu à Bnei-Brak, etc., pour parler avec des gens. Et aujourd'hui, j'ai repris ce flambeau, je vais parler à la Knesset, et là où c'est possible, parce que on sent que ces 2 années-là ont eu quand même un impact sur la société israélienne, et il ne faut pas que ça ne ressorte que seulement on a repoussé nos ennemis, mais il y a quand même une prise de conscience dans le pays qui est différente de ce qui s'est passé dans d'autres périodes, et il ne faut pas qu'on perde cette capacité à changer. Lorsque j'entendais un peu le récit de l'histoire de la vie d'Eliav, une idée qui m'est venue, c'est le fait que la générosité ou le don dont il a fait preuve à travers l'histoire du don du Rhin et à travers l'histoire des enfants, c'est pas ce qu'on appelle c'est un don actif, pas un don passif. C'est-à-dire, c'est pas si la situation se pose à moi, alors je réagis de manière généreuse. C'est aller chercher le don. C'est-à-dire que donner un rein, c'est pas du tout quelque chose qui est dans la norme. C'est quelque chose que tu vas chercher.
aller être une famille d'accueil pour des enfants, etc. C'est pas quelque chose c'est pas une réaction à une réalité. C'est quelque chose que tu vas chercher. Et donc c'est assez impressionnant comme surtout dans des phases de la vie où on est en général très occupé avec le travail, la famille, etc. D'être dans une démarche où je cherche où je peux ajouter en plus. C'est pas juste que la situation vient vers moi, il y a devant moi un mendiant, il y a devant moi quelque chose. Bon, alors je vais réagir. Je vais chercher comment aller apporter un peu plus de lumière que là où on en était. Et à la fin. Oui, c'est vrai, et c'est la vision d'Eliav et de Tal. Et à la fin. Le premier anniversaire de leur enfant après la mort d'Eliav, je dis, Tal, qu'est-ce que tu vas faire? C'est avec Omer. Il me dit, on va faire ce qu'on faisait avec Eliav. Avant que Omer reçoive des cadeaux, il va les en donner. Et donc, elle a pris Omer, ils ont été au village, ils avaient pris plein de cadeaux pour les enfants du village, et il a d'abord été allé donner les cadeaux. Je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire que cette capacité dans le jour de son anniversaire d'éduquer son fils, de dire avant que tu reçois, tu vas donner, c'est de dire que la Neptina, ça doit être quelque chose d'actif. Et à la fin. On est, ça fait partie, je suis un des talmidim du Rav Ashlag, et lui il parle du Ratsan Lekabel. On est avec un désir de recevoir, parce que Ratsa Boré Letil Lenivrav, le créateur a voulu faire du bien à ses créatures, et donc il a créé des créatures qui ont envie de recevoir. Donc un enfant, quand il naît, il a envie de recevoir, c'est la seule chose qu'il sait faire. Il faut transformer cette envie de recevoir en envie de donner. Et je pense que c'est exactement Eliav et Tal, leur mission, ce qu'ils font et ce que Tal continue à faire. C'est-à-dire éduquer, à transformer cette envie qu'on a de recevoir en devoir de donner. Et ça, c'est ce qui peut changer la société. Le public qui écoute Shofar en grande partie est en France, et donc ils n'ont pas forcément vécu au même rythme que nous ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Comment vous pourriez peut-être essayer d'expliquer ce que la société israélienne a traversé, et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces 2 dernières années pour un public qui n'a pas forcément vécu ça au même rythme? D'abord, le 7 octobre, c'est un traumatisme pour la société israélienne. C'est 1200 morts civils. Et à la fin, c'est 1200 morts en Israël. Tout le monde connaît quelqu'un qui est mort là-bas. Ok, c'est pas quelque chose, c'est pas un attentat où il y a 2 personnes qui sont mortes, ou où il y a 10 millions de personnes en Israël. La plupart le connaissent pas. Là, il y a 1200 personnes. Tout le monde connaît quelqu'un qui est tombé là-bas. Et après, une guerre féroce qui est démarrée sur la bande de Gaza, les tirs sans arrêt avec le Hezbollah, etc. Donc ça a été quelque chose, les otages, ça a été quelque chose de très traumatisant, qui vient après une bagarre interne dans la société israélienne sur la réforme juridique qui a été proposée par le gouvernement et qui a créé presque un schisme à l'intérieur de l'État d'Israël, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Et donc on rentre dans ce traumatisme de ce 7 octobre avec une société israélienne qui est déchirée. Et miracle, en l'espace de temps zéro, la société israélienne s'unifie de façon incroyable. Droite, gauche, laïque, religieux, vraiment de façon incroyable. Je dirais presque toute la société israélienne, parce qu'il manque l'empathie pendant cette année de la partie ultra-orthodoxe de la société israélienne. Mais pour tout le reste de la société israélienne, il y a quelque chose de très très fort qui se crée et qui se ressout. Et même si en sortie de crise, on retrouve ces clivages de la société israélienne, il y a une certaine transformation de la société vers un retour à une demande d'une identité juive. Je ne parle pas nécessairement d'accomplir, de mettre les tefilines, etc. Mais il y a un très fort courant vers un retour vers une identité juive. On le voit exprimé très fort par les otages qui sont revenus et qui ont parlé de comment ils se sont raccrochés à leur identité juive, aux fêtes, etc. pendant cette période où ils étaient
dans les souterrains avec les terroristes du Hamas. Et ça entraîne une bonne partie de la société israélienne. On a quelque chose. J'ai discuté avec des gens qui étaient là après la guerre des 6 jours, après la guerre de Kippour, qui ont été des moments très forts. Après la guerre de Kippour, il y a eu un retour, ce qu'on appelle Chazara Mitchouva, mais qui était beaucoup plus individuel. Ce que l'on a ici, ce que me disent ces rabbinim qui ont vécu ces périodes-là, aujourd'hui, on a un effet beaucoup plus sociétaire. On a beaucoup d'expressions vers ce retour à cette identité juive. Une autre expression de ce qui se passe, c'est qu'après toutes les guerres, toutes les veuves restent généralement veuves. Cette fois-ci, il y a beaucoup plus de veuves qui se remarient plus vite. Ça veut dire que la société, elle aide à ce phénomène-là. Et ça fait partie de quelque chose qui peut s'éteindre, cette vague, mais si elle continue, elle va avoir un impact sur la société israélienne. Et de nouveau, c'est pas plus de gens qui vont mettre demain matin les tuilines, mais c'est plus de gens qui se disent pourquoi je suis ici en Israël, qui se posent la question et qui se la répondent, et qui disent je suis ici en Israël parce que j'ai une identité juive, parce que le peuple juif a ses attaches et ses racines ici en Israël. Et donc, je pense que ça, c'est un courant qui touche même les gens de gauche, puisque avant, pendant la réforme, on entendait on va partir, on va pas rester ici. Et aujourd'hui, on entend même dans le courant de gauche, on va rester ici parce que c'est notre terre, c'est pour cette terre qu'on se bat. Et pour moi, j'ai un contact aussi bien avec les gens de droite, les gens de gauche. Je dirige une boîte dans le medtech, dans le high-tech en Israël. Et donc, j'ai un contact très large aussi avec les milieux laïcs de Tel Aviv qui sont généralement plus à gauche. Et le discours que j'entends aujourd'hui, c'est on veut se battre pour des valeurs. Et je leur dis, vous avez des valeurs sur lesquelles nous aussi on doit apprendre et vous devez rester vous battre pour elles. Mais il faut qu'on le fasse ensemble. Il faut qu'on trouve cette possibilité de mettre toutes ces valeurs ensemble, puisque vous parlez aussi que c'est votre peuple et votre terre, et là-dessus on est d'accord. Et donc après, il faut qu'on arrive à raccrocher tout ça à travers des valeurs juives. Et je pense que moi je parle beaucoup du symbole d'Eliav, de sa capacité à rester à l'armée malgré qu'il ait donné un rein, du fait qu'il est tombé avec un livre de Torah sur lui, du fait que ces soldats, même laïcs, reconnaissaient en lui les valeurs, ces valeurs de don, ces valeurs juives, etc. Eh bien, c'est ça, je pense, qui est en train de se passer dans la société israélienne et qu'il faut accompagner pour que les extrêmes, pour moi, ne tuent pas ce mouvement. Il faut à tout prix en respectant les valeurs des extrêmes, que ce qui est au centre du pays, qui touche presque 75%, si pas plus, de la population, qui se reconnaît dans ses valeurs juives, puisse continuer cet élan, parce que cette transformation de la société, tout en gardant cette puissance économique que l'on a, ces valeurs qui emmènent la société israélienne où elle est aujourd'hui, etc., puisse se raccrocher à cette identité juive. J'ai développé ce point parce que je pense que c'est une idée qui est nouvelle pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup d'analystes très intéressants en ce moment qui disent que en réalité, on a une impression de polarisation dans la société israélienne entre droite, gauche, on va dire le camp plus libéral, le camp plus religieux, etc. Mais eux disent que en réalité, on est face à une nouvelle structure avec un très gros consensus très important dans la société israélienne, un consensus on va dire, d'une société qui est assez proche et enracinée dans ses traditions, un consensus souvent sur une société qui est plus soucieuse au niveau sécuritaire, qui est plus à droite au niveau sécuritaire que ce qu'il y avait il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Et donc au final, cette espèce de polarisation politique de gouvernement, coalition et opposition, etc., serait un miroir déformant qui est pas forcément ce qui se passe véritablement dans le peuple juif, où il y a un consensus qui est beaucoup plus important. La grande question, c'est est-ce que ce consensus-là va réussir à aussi se transformer dans une dimension qui est une dimension politique, mais je pense que c'est important d'être conscient qu'il y a ce consensus-là et qu'il y a une nouvelle unité en réalité dans le peuple juif et beaucoup plus d'accord que de désaccord. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire quand on discute, si on enlève de nouveau les extrêmes, quand on discute, 75% sont dans un consensus qui est très 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 large, et que le nombre de sujets qui sont en dispute est relativement petit.
Et je pense que cette guerre a contribué à ce drift vers la droite et à ce drift vers une recherche des valeurs juives, de l'identité juive. Ça, on le voit quasiment de partout. Et effectivement, il y a, je dirais, la problématique, elle est plus politique que ce qui se passe au niveau du peuple juif, et qu'il y a des courants politiques qui essayent de reprendre et d'exacerber certaines tendances pour pouvoir en récupérer un bénéfice politique. Et malheureusement, ça peut mettre en danger ce courant-là. Personnellement, je participe à beaucoup de discussions avec des personnes de beaucoup de courants pour confirmer, mais tout à fait ce que vous dites, que la problématique qu'on risque d'avoir aux élections qui viennent, c'est est-ce qu'il va y avoir une récupération politique de certaines extrêmes qui risque de freiner cet élan. Pour moi, je suis une personne très optimiste. Je pense qu'il est impossible d'arrêter cet élan, peu importe la constitution du prochain gouvernement, parce qu'il y a une taille critique qui s'est faite. Il y a eu trop de traumatisme dans la société israélienne pour que ça se dilue. Ça prend du temps, ces changements. Après la guerre de Kippour, ça a pris 3-4 ans, ces changements. Et donc, aujourd'hui aussi, ça va prendre du temps. Je ne sais pas si on va voir le reflet de ces changements déjà dans les élections qui viennent, mais c'est inévitable. De la même manière, ce conflit qu'il y a avec les partis ultra-orthodoxes, de non-participation à la vie de la société israélienne, qui d'abord démarre sur le non-engagement dans l'armée, sous prétexte que c'est incompatible avec l'étude de la Torah. Et je vous ai cité le cas d'Eliav, et le cas d'Eliav, c'est un cas parmi des milliers. C'est mon fils, pour moi, il est unique, mais comme Eliav, il y en a, on a trouvé dans des tanks, des failles de Gemara, etc. C'est monnaie courante en Israël. Ok, je vous ai parlé de Yochai, mon plus jeune fils, à 24 ans, après 5 ans d'yeshiva, il s'est levé, il est allé à l'armée et il s'est engagé dans une unité d'élite. Donc, il a fini de se battre à Gaza, au Liban, il est retourné étudier à la yeshiva. Donc, il n'y a pas de... Et chacun est différent, hein, donc on n'est pas obligé d'être tous comme ça. Donc, c'est sûr que le monde israélien a appris du judaïsme sioniste religieux qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre une vie qui respecte les lois de la Torah et être intégré à la vie de la société israélienne. Et ça fait un impact très très fort pendant cette guerre, parce que le judaïsme sioniste religieux était dans la première ligne de front, parce que c'est cette partie de la population qui a perdu le plus d'enfants. On est un petit peu pris par des extrêmes, des deux côtés, et à un moment donné, ces extrêmes, elles vont perdre leur force. Et si ça n'a pas lieu dans les élections qui viennent, en tout cas, c'est ce qu'on a l'air de voir, c'est que dans les élections qui viennent, cette force, elle va baisser, et ben ça se fera par la suite, parce qu'il y a trop il y a un traumatisme trop grand, il y a une prise de conscience très très forte aussi dans la base du secteur du judaïsme sioniste religieux, qui fait partie aujourd'hui intégrante, qu'on va trouver dans les tribunaux, dans le high-tech, dans l'économie de partout, et à l'armée, et qui drive ce changement. Vous avez eu l'occasion d'avoir un dialogue direct avec des représentants ou avec des personnes du monde Haredi, du monde ultra-orthodoxe. Comment vous avez senti cet échange? Quels sont les pistes, les espoirs, il y a plusieurs choses, ok? Il y a un côté très très négatif avec un manque d'empathie totale à ce qui se passe. Vraiment un manque, et ça ça crée un traumatisme entre le monde sioniste religieux et le monde Haredi ultra-orthodoxe. C'est dur ce que vous êtes en train de dire, parce que moi qui fréquente, on va dire, plus le monde, je fréquente un certain monde ultra-orthodoxe, peut-être plus, on va dire, dans le monde francophone. De l'empathie, il y a une empathie. La question, c'est est-ce que ça va jusqu'à l'engagement? J'ai été 3 fois à la Knesset. J'ai rencontré les Chavei Knesset, j'ai pas vu d'empathie. À l'enterrement de mon fils, qui a 2 pas de Beit Vegan, j'ai pas vu de personnes qui sont venues. Ok. J'ai rencontré des gens qui ont des empathies. J'ai rencontré des Chavei Knesset qui ont de l'empathie, qui comprennent ce qui se passe et qui sont mal à l'aise. C'est pas le ton qui est donné par
la direction du monde ultra-orthodoxe. Oui, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Il y a des gens qui ont de l'empathie. Mais c'est pas une empathie qui est dirigée par le haut. Il y a d'un changement, et je démarrer avec ça, parce que ça, c'est quelque chose qui est ressenti de façon très, très, très forte. Je donne un exemple très récent. La veille de Pessah, il y a eu à Ramat Kossi dans le monde Haredi, les mêmes jours où on annonçait que des soldats étaient tombés. Ça veut dire qu'il y a une déconnexion entre ce qui se passe dans le monde ultra-orthodoxe et ce que nous vivons. Ils comprennent pas. Il y a un manque de compréhension de ce qui se passe. C'est-à-dire que il y a des choses ça veut dire qu'ils sont pas intégrés du tout dans la société, ils sont à part, ça ne les intéresse pas. Et il y a des dirigeants du monde ultra-orthodoxe qui ont eu des phrases très, très, très dures à ce niveau-là. C'est pas notre problème, c'est le problème de Bezalel Smotrich, du sionisme religieux. Donc il y a des phrases qui ont été exprimées par le monde ultra-orthodoxe, par les dirigeants du monde ultra-orthodoxe, qui sont très, très fortes. Donc ça c'est un fait. C'est un fait que le monde ultra-orthodoxe n'a pas vécu et ne vit pas ce que le reste de la société israélienne a vécu. Et donc, pour eux, à part, c'est pas leur problème. Là, maintenant, ce dernier conflit où il y a pas mal de missiles qui sont tombés sur Bnei Brak, il y a une certaine prise de conscience. Mais pendant ces 2 années-là, il n'y a pas eu cette prise de conscience. Les femmes à Bnei Brak, les mères, elles dorment. Juste à côté, non. Et ça reste un problème. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une solution, c'est pas seulement est-ce qu'il faut qu'ils aient plus de talmidim qui aillent étudier, moins à l'armée, etc. Il faut qu'il y ait une décision de ce monde. Est-ce que vous voulez faire partie de la société israélienne qui représente le peuple juif ou pas? Ou est-ce que vous êtes comme en Pologne, dans votre shtetl, à côté? Ça, c'est une décision qui est à prendre. Après, je reviens sur l'individu. L'individu, chacun est différent. Et il y a beaucoup d'individus qui ont une empathie, qui sont venus, etc. J'ai des Rabbanim Haredi qui sont venus à la Shiva nous parler. J'ai un Chaver Knesset, un ministre de chasse qui est venu. C'est le seul à qui j'ai permis de venir parce que j'ai confiance en lui. Donc oui, en tant qu'individu, il y a des gens qui comprennent ce qui se passe et qui ressentent ce qui se passe. Je dirige une boîte, il y a des Haredim qui travaillent. Et parmi ces Haredim, il y a des gens qui sont venus et que j'ai senti leur sympathie par rapport à la tragédie à laquelle je vis. Mais la Hanaga, le leadership, il a tout montré sauf cette empathie. Et donc ça, c'est un problème qui aujourd'hui est très, très, très fort dans la société israélienne. Et c'est un des problèmes qu'il faudra résoudre. Et sur ce problème-là, pour moi, il y a un non-return point. C'est-à-dire que la société israélienne, elle a une attente du monde orthodoxe de prendre avec nous les responsabilités de ce qui se passe dans ce pays. Pour parler aussi au judaïsme de diaspora qui nous écoute, quel serait le message que vous pourriez donner à nos frères qui sont aujourd'hui en France à travers la figure d'Eliav, une figure qui est capable de donner ses forces et sa vie pour la renaissance du peuple juif ici? Comment faire passer ça à aujourd'hui des juifs qui vivent autre chose en diaspora? Il y a quelques semaines a été publié l'indicateur de bonheur. Et dans les 10 premiers pays, il y a Israël, qui se trouve numéro 8, mais à place égale avec le 7 et le 6. Et ceci après 2 années de guerre intensive qu'on n'a jamais vécu autant. Et c'est une question intéressante de comprendre pourquoi les Israéliens sont très contents d'être en Israël, alors qu'on nous tire dessus du matin au soir. Mais ça fait partie de la réponse à tous mes frères de la diaspora. C'est parce que la dimension qu'il y a en Israël est telle que le contenu de notre vie a une dimension totalement différente. Et moi, je suis né en France, j'ai vécu en France jusqu'à l'âge de 18 ans. Je connais très bien la communauté juive française. Mes parents étaient des cadres éducateurs. Mon père dirigeait des centres communautaires juifs. Ma mère a fait partie des fondateurs du DEJ, un mouvement de jeunesse qui était à l'époque, dans les années 70, un des plus grands mouvements de jeunesse juifs en France. Donc, je connais bien la communauté. Mais en Israël, on a un contenu à notre vie qui donne un but à ce qu'on fait, et c'est pour ça qu'on est content. Et c'est pour ça qu'on fait partie, on est quasiment à la 5e place. Les Américains et les Français sont très loin derrière. Et je pense que c'est à ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est on a
36 ans de vie comme mon fils, ou 90, ou 100, qu'est-ce qu'on y met dedans? Et à la Regardez ce qu'Eliav a fait en 36 ans et l'impact qu'il a eu. Et si vous venez en Israël, pour la vie, pas pour la mort, et à la l'impact que vous pouvez avoir pour votre vie et qu'est-ce qui reste après. Et à la 90 fin- ans sur une éternité, c'est rien du tout. Mais si on arrive à y mettre du contenu, ça c'est éternel. Je pense que c'est ça la question qu'il faut qu'on se pose. Et en Israël, on peut faire de tout. Hein. Dans le defense tech, parmi le troisième ou le quatrième pays du monde, dans le high tech, dans tout ce que vous voulez, dans tous les domaines, dans l'étude de la Torah. Ok. Si vous voulez, il y a toutes les tendances et pour étudier, il n'y a aucun problème. Il y a jamais eu autant d'études de Torah en Israël depuis Matan Torah. Donc il n'y a pas de problème que vous soyez ici ou là ou peu importe, vous allez trouver votre place en Israël et vous allez pouvoir y donner quelque chose, un contenu, quelque chose qui aura une signification pour votre vie. Je pense que c'est ça un message important. Et je voudrais juste dire peut-être une dernière phrase par rapport au monde ultra-orthodoxe. Mon travail avec le monde ultra-orthodoxe, c'est pas un travail. Il y a cette loi pour l'enrôlement, etc. Moi, je suis contre de voter une autre loi. Je pense qu'il y a une loi qui existe, c'est la même pour tout le monde. Et je suis contre de façon agressive à enrôler les gens parce que ça sert à rien. Mais je pense que il faut que le monde orthodoxe accepte ou prenne une décision où est-ce qu'il est. Et si sa décision, c'est de faire partie de cette société israélienne, puisqu'il va en recevoir aussi les bénéfices de cette société israélienne, il doit pouvoir accepter de prendre certains devoirs aussi. Et donc, je pense qu'il y a une prise de conscience et une décision. Parce que si à la fin, le monde orthodoxe en Israël décide de se séparer de la société israélienne, il faut qu'il en accepte les conséquences. Mais s'il veut faire partie, pour moi, on a beaucoup à apprendre. La capacité d'Atmada, de résistance à l'étude, etc., de s'investir, on l'a pas tous ici. Et je pense que s'il venait s'impliquer dans la société israélienne, ils peuvent contribuer à ce drift dont on a parlé, de cette prise d'identité, de façon encore plus forte. Parce que la locomotive, aujourd'hui, est petite. C'est le sionisme religieux. Mais si la société ultra-orthodoxe vient participer à ce mouvement, eh bien, on va passer d'un V2 à un V6 dans cette transformation du peuple juif et dans cette approche de la Géoula. La Géoula, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel comme ça. Elle vient d'en bas, il faut commencer à la travailler. Il faut continuer à la travailler. Et je pense que le monde orthodoxe a un rôle. Il faut qu'il prenne conscience que dans ce rôle, il y a des devoirs et il y a des risques. Quand on me dit, ah ouais, mais des risques, on ne devient pas religieux, je dis, mon fils, il avait un risque de mourir, il l'a pris. Donc oui, il y a des risques. Mais l'enjeu, c'est la Géoula, c'est la délivrance du peuple juif, c'est la transformation de cette société. Et je pense qu'ils ont une responsabilité. Si à la fin, ils ne veulent pas la prendre, il faut qu'ils le disent. Mais ils ne peuvent pas rester à cheval entre les deux. Oui, ça fait partie des grands challenges pour le peuple juif dans la génération et les générations là, qui arrivent. Et je reviens au point précédent de la remarque que vous avez fait sur le fait que étonnamment Israël fait partie des pays où les gens sont particulièrement heureux, etc. Et je pense que c'est important de comprendre justement dans la juxtaposition entre Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaut, le fait que c'est deux jours qui sont liés, que au final à Yom HaZikaron on se rappelle de ceux qui ont donné leur vie pour le peuple juif, et on enchaîne directement sur Yom HaAtzmaut où on prend conscience en fait de cette nouvelle dimension qui est une dimension qui finalement a quoi 2 générations dans le peuple juif, de retrouver cette dimension de vie collective, retrouver l'horizon de pouvoir créer une société qui soit une société juive. Et il y a beaucoup de personnes qui ont donné leur vie pour ça. Il y a beaucoup de personnes qui donnent leur vie dans le sens de donnent leur temps et donnent leur force pour ça. Et je pense que lorsqu'on parle à nos juifs de diaspora, c'est la question en fait que, à mon sens, doivent se poser aujourd'hui tous les jeunes juifs qui nous écoutent. C'est il y a eu un changement de phase dans le peuple juif. On est passé de vie individuelle ou de vie de communauté à une vie de peuple. Et c'est un changement de phase ça prend du temps à réaliser. C'est pas un message surtout qu'ils entendent en France. Mais est-ce que vous voulez faire partie de ce changement de phase? Est-ce que vous avez envie maintenant de contribuer à cette grande histoire collective qu'on est en train de créer ensemble, qui, vécue d'ici, et donne tellement de sens et donne tellement d'envol finalement à nos vies, et on a tellement envie d'apporter cette chose-là et de contribuer à cet édifice-là, de construire une ruine de plus dans les ruines de Jérusalem, et des vies comme Eliav, et c'est vrai qu'on
chaque fois on découvre à nouveau des personnes qui avaient une richesse comme ça individuelle incroyable. C'est aussi les fruits. C'est aussi des gens qui sont les fruits de cette époque-là et de ce changement de phase. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que on crée des nouvelles capacités, des nouvelles formes de vie juive qui se développent ici. Alors vous entendrez pas ça dans les médias en France, on ne parlera pas de ça, mais ça existe et c'est important. Et merci beaucoup, Monsieur Abitbol, d'avoir pris le temps de nous parler d'Eliav et de nous donner une possibilité de connaître ce genre de fruits du peuple juif qu'on a aujourd'hui. Et j'espère qu'on aura l'occasion de vous écouter à nouveau sur Chauffard. Pour nous, c'était vraiment important de vous avoir pour Yom HaZikaron. Merci Gabriel d'avoir permis de parler d'Eliav. Bonne journée.